Nous sommes en 390 de notre ère. L'empereur Théodose Ier était à Constantinople. Plus précisément, au moment où débute mon histoire, il était dans l'hippodrome de Constantinople, dans la Katisma, la loge impériale, allongée sur un divan. Il y avait autour de lui quelques invités de marque, dont un jeune garçon qui lui faisait la conversation. « Ta loge impériale est immense, César. Merci de m'avoir autorisé à venir ici profiter de la course. »« Avec plaisir, jeune homme. Mais je ne m'appelle pas César, je m'appelle Théodose. » Comment dire ? César n'est pas ton nom, mais ton surnom, parce que tu es l'empereur. Ah oui, c'est vrai. Puisque tu as l'air de savoir beaucoup de choses, dis-moi, quel est ton auriche préféré, ton pilote de char préféré ? Sans hésiter, je dirais Dioclès. Dioclès ? Mais il est mort il y a longtemps, au IIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Tu ne préfères pas Porphyrius ? Il est exceptionnel en ce moment. Porphyrius est bon, c'est sûr, mais c'est Dioclès le meilleur de tous les temps. Il a gagné près de 1500 courses et près de 36 millions de sesterces dans toute sa carrière, c'est-à-dire environ 15 milliards de dollars. Tu veux dire 15 millions ? Non, ça paraît incroyable, mais j'ai bien dit 15 milliards. Un chiffre qui sera confirmé par les historiens. Même dans le futur, aucun sportif ne gagnera autant d'argent. Bienvenue dans ce nouveau chapitre qui est le dernier d'une série qui concernait les jeux sportifs ou quasi-sportifs dans l'Antiquité. Depuis le début de l'année, nous sommes partis ensemble pour un long voyage, depuis ma Normandie natale jusqu'en Grèce, où ont été organisés pour la première fois les Jeux Olympiques ou concours olympiques, Olympiakoi Agonès en -776, l'an 1 du calendrier grec. Et c'est ensemble que nous sommes arrivés en bateau, accompagnés par les dauphins, au port d'Igoumenitsa. Je vous ai alors présenté sur le chemin menant au sanctuaire d'Olympie quelques athlètes, certains appartenant à la mythologie comme Atalante, Pélops ou Hyacinthe, d'autres ayant réellement existé comme Milon de Crotone, Diagoras de Rhodes ou même sa fille Phéréniké. Puis nous avons pris le chemin du retour. Il est temps pour nous d'évoquer une dernière question. Comment les Jeux Olympiques ont-ils disparu ? Se sont-ils éteints progressivement comme un feu de bois qui s'essouffle, faute de combustible, parce que les Grecs se seraient lentement désintéressés de leur vieille tradition ? Ou au contraire, se sont-ils éteints soudainement, comme un feu de bois que l'on éteint avec un grand seau d'eau ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Toutes les histoires que je vous ai racontées jusqu'à présent se sont déroulées entre -776, l'an 1 du calendrier grec, période archaïque, et -336, début de la période hellénistique. En réalité, les Jeux Olympiques ont duré bien plus. Ils ont duré jusqu'à la fin du IVe siècle, c'est-à-dire près de 1200 ans, ce qui est une durée impressionnante pour un rendez-vous rituel de ce type. En comparaison, les Jeux modernes n'ont duré que 120 ans. Les Jeux antiques ont duré 10 fois plus longtemps. Même pendant la période de l'Empire romain, qui commence en gros en -30, les Grecs continuaient tranquillement à se rendre tous les 4 ans à Olympie. Les Romains laissaient faire. Nous sommes en -390. L'Empire romain était devenu officiellement chrétien depuis quelques années. Il y avait à l'époque 3 villes très importantes qui vont nous intéresser plus particulièrement. Constantinople, l'actuel Istanbul en Turquie, Thessalonique en Grèce et Médiolanum, Milan en Italie. Le pouvoir impérial s'était installé à Constantinople. Le grand palais de Constantinople était construit sur ce qu'on appelle toujours à Istanbul la Corne d'Or. Il était, comme son nom l'indique, très grand. D'un côté du palais, il y avait des jardins luxuriants qui descendaient en étage jusqu'au Bosphore, ce petit bras de mer qui sépare l'Europe de l'Asie. De l'autre côté du palais, il y avait l'hippodrome qui, comme son nom l'indique, hippo le cheval et dromos la course en grec, accueillait les courses de chars. Cet hippodrome, en forme de U, comme tous les hippodromes de l'Antiquité,
venait tout juste d'être agrandi. Il mesurait à peu près 450 mètres de long pour 150 mètres de large et pouvait désormais accueillir 100 000 personnes. L'empereur Théodose passait beaucoup de temps dans la loge monumentale de l'hippodrome, la Katisma, qui servait également de salle de réception et qui communiquait directement avec le Grand Palais par un escalier en colimaçon. Tout en profitant de la compétition, il mangeait tranquillement, allongé sur un divan avec quelques invités. Les courses de chars à Constantinople ne ressemblaient pas vraiment aux courses de chars qui avaient lieu à Olympie. Chez les anciens Grecs, les courses étaient des concours individuels. Chez les Romains, il s'agissait, si vous me permettez l'expression, de sports d'équipe. Sur la piste s'opposaient généralement deux équipes de couleurs différentes, souvent les verts contre les rouges, responsables de 4 chars chacune. Il y avait donc 8 chars, simultanément sur la même piste. Soudain, un espion est apparu. « Chef, ce que j'ai appris est terrible. Ton gouverneur à Thessalonique. » « Mais dis-moi, espion, je rêve ou tu es en train de me tutoyer ? Sans vouloir t'offenser, chef, le vouvoiement n'existe pas encore à notre époque. » « Ah oui, pardon, je le savais bien sûr. Thessalonique, tu dis, au nord de la Grèce. Qui est donc mon gouverneur là-bas déjà ? » « Il s'agit de Butéricus. »« Ah oui, Butéricus. Et alors, quoi, Butéricus ? » « Il s'est fait assassiner, lapidé par le peuple. »« Comment ? Est-ce à cause de l'impôt ? » « Ça a pu jouer, mais pas vraiment en fait. À Thessalonique, les habitants organisent tous les 2 ans des grands jeux sacrés, notamment des courses de chars, comme ici apparemment, mais également des compétitions typiquement grecques, en préparation de leurs Jeux olympiques. Oui, bon, grand bien leur face, où est le problème ? Le problème, c'est que le gouverneur Butéricus y a fait emprisonner un athlète qui devait y concourir. Et pourquoi l'a-t-il fait emprisonner ? Eh bien, parce qu'il était coupable d'entretenir un amant. Vous savez comment sont les Grecs. Or, les relations homosexuelles sont très mal vues par le christianisme, notre nouvelle religion que vous venez de rendre officielle. Les habitants ont demandé sa libération, bien sûr, car il devait concourir le lendemain. Butéricus est zélé, j'imagine qu'il a refusé. Tout à fait. Alors, sur un bâtiment public, quelqu'un a écrit en latin « Butéricus asinus est ». Butéricus est un âne. Le gouverneur l'a très mal pris. Il a convoqué toute la population dans l'agora. « Si personne ne se dénonce, a-t-il crié, les jeux sportifs seront annulés. Je vais compter jusqu'à 3. Bâton, 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 bâton. Personne ? Très bien. Vos concours à la noix, vous pouvez les oublier. » Des voix dans la foule ont commencé à s'élever. « Tu n'as pas le droit, c'est injuste !» Quelqu'un a lancé. « Ce n'est pas un étranger, même pas tout à fait romain. Butéricus s'appelle en réalité Butérique, c'est un goth. Qui va censurer nos compétitions? Cette fête est millénaire !» Un enfant a cogné l'une contre l'autre 2 grosses pierres qu'il tenait dans les mains. Puis les hommes et les femmes ont frappé le sol avec leurs pieds. Ils ont tous saisi un outil ou un bâton et se sont précipités sur le gouverneur et sur les quelques soldats qui l'entouraient. Ils les ont lapidés, massacrés. Le cadavre du gouverneur a même été traîné dans les rues. « Butéricus imbécilus » a soupiré l'empereur Théodose. Retirer leur concours aux Grecs, c'est aussi stupide qu'interdire la fondue en Suisse, le boloccio en Corse ou le pastis à Marseille. Sur le plan politique, c'est juste suicidaire. Toutefois, je ne peux tolérer que l'un de mes mandataires se fasse massacrer. Un empereur qui veut garder son pouvoir doit être respecté et craint par son peuple. L'empereur Théodose a envoyé à Thessalonique ses mercenaires, des barbares. Les représailles ont été terribles. Près de 7000 personnes ont été massacrées. Les jours ont passé. L'empereur Théodose bullait comme à son habitude à Constantinople, dans la loge impériale de son hippodrome. Notre fidèle espion a surgi à nouveau. « Mon empereur, à Médiolanum, Milan, un petit évêque de rien du tout, le père Ambroise. » Milan,
Ah oui, je me souviens vaguement, c'était notre capitale avant, n'est-ce pas? Ville sans intérêt, il n'y a pas la mer, on n'en fera jamais rien. Je peux même t'annoncer qu'un jour l'équipe de Bernard Tapix, à Massalia, les battra en Coupe d'Europe. Mais c'est une autre histoire. Tu m'as dit Ambroise? Bien sûr que je le connais très bien même. Il est très éloquent, il a reçu à Rome une formation d'avocat. Le peuple l'apprécie, il est même un peu poète, paraît-il. Et alors quoi, Ambroise? Il t'a blasphémé. Il a même décidé de t'excommunier. M'excommunier? À l'approche de Noël en plus, le traître. Je fais du christianisme la religion officielle, et voilà comment il me remercie. Pour qui se prend-il? Esclave, ma couronne de laurier, ma cape, selle mon cheval et appelle ma garde rapprochée. Nous partons à Milan lui montrer de quel bois je me chauffe. Avec un peu de chance, nous arriverons avant la messe. Quelques jours plus tard, l'empereur et ses hommes étaient aux portes de la ville. Milan, ancienne ville celte, était devenue typiquement romaine, traversée par deux grandes avenues perpendiculaires l'une à l'autre. Au point d'intersection, le forum, c'est-à-dire la place principale, le cœur de la ville. C'est là où tout se passe, les fêtes, les mariages, les cérémonies, les proclamations politiques, parfois même quelques jeux sportifs. De part et d'autre du forum se faisait face à face, d'un côté le palais impérial, à gauche sur la carte, vous remarquerez là encore l'hippodrome attenant, comme à Constantinople, jeux sportifs et politiques étant intimement liés, et de l'autre côté, à droite, l'espace religieux avec ses deux basiliques et ses deux baptistères. La basilique majeure était impressionnante. Elle venait d'être construite. Elle était flambant neuve. 5 nefs, 4 rangées de colonnes à l'antique, une abside énorme. En somme, on avait en face l'une de l'autre 2 constructions splendides, imposantes, représentant l'une le pouvoir politique et militaire, l'autre le pouvoir religieux. D'un côté le sabre et de l'autre le goupillon d'eau bénite. Théodose, accompagné par sa garde de soldats, trottait sur le Cardo Maximus, la grande avenue. Le ciel était à l'orage. L'évêque Ambroise, qui avait été prévenu, attendait déjà sur le parvis de la basilique majeure. Il avait revêtu sa plus belle soutane, toute blanche, impeccable. À la main, il tenait sa crosse épiscopale, et sur la tête, il avait placé sa mitre, c'est-à-dire son chapeau d'évêque, cousu de fil d'or. Habituellement, lorsqu'un empereur, connu pour ses expéditions punitives, se déplace, les habitants des villes se calfeutrent chez eux, ils ferment toutes les portes et tous les volets. Ce jour-là, tous les Milanais étaient sortis de chez eux. Le forum, petit à petit, s'était couvert de monde. Il y avait là maintenant peut-être 50 000 personnes, silencieuses, attentives à ce qui était en train de se passer. Théodose a arrêté son cheval, il en est descendu, il a gravi les quelques marches qui menaient à la basilique, il s'est avancé vers l'évêque. Tout le monde savait que l'évêque avait du caractère, mais l'empereur, quant à lui, était puissant, ça allait barder. Joli chapeau et jolie robe, Ambroise, on voit que nous sommes à Milan, future capitale de la mode. Tu es un précurseur, dis-moi. Et c'est quoi cette barbe blanche? On dirait Santa Claus. Il ne te manque que les boules et les guirlandes. Je sais que c'est bientôt Noël, mais tout de même. Fais ton malin, Théodose, avec tes 3 feuilles de laurier sur la tête, ta cape rouge et tes bottes. Toi, il ne te manque que le slip au-dessus du pantalon pour jouer à Superman. Bon, trêve de plaisanterie, Ambroise, entrons à l'intérieur de l'église, je crois que nous avons 2 ou 3 choses à nous dire. Non, mon fils, je ne te laisserai pas entrer. L'empereur Théodose s'est gratté l'intérieur de l'oreille droite avec son index. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. Et sais-tu à qui tu t'adresses? Bien évidemment, mais tout empereur que tu es, tu n'entreras pas dans cette église. Tu as fait beaucoup de mal en Grèce. Tu as fait assassiner à Thessalonique 7000 innocents. Aussi, tu ne mérites plus de pénétrer dans la maison de Dieu. Théodose a esquissé un sourire. Enfin, Ambroise, tu connais l'histoire sainte mieux que moi. Le roi David, dans la Bible, a fait pire. Mensonge, meurtre, trahison, adultère,
génocide même. Ambroise n'était pas né de la dernière pluie. Il avait une excellente répartie et il connaissait la Bible par cœur. Ah bon, David est ton modèle? Eh bien, puisque tu l'as suivi dans l'erreur, suis-le dans la pénitence. Reconnais ta faute et tremble devant Dieu. Il n'a rien dit de plus. Un enfant a cogné l'une contre l'autre 2 grosses pierres qu'il tenait dans les mains. Dans la foule, les hommes et les femmes ont frappé le sol avec leurs pieds. Ils ont tous saisi des outils, des bâtons. 50 000 personnes faisaient face à une poignée de soldats romains qui se resserraient imperceptiblement les uns contre les autres. Une goutte de sueur s'est mise à perler sur le front de l'empereur Théodose. Il a tourné les talons. Il est rentré à Constantinople. L'empereur Théodose et l'évêque Ambroise ont campé 8 longs mois sur leur position. Et puis l'empereur a compris que cette situation était intenable. Il a fini par accepter de venir faire pénitence en s'humiliant publiquement devant l'évêque Ambroise pour obtenir sa réintégration dans l'Église. Certains affirment que, suivant la tradition antique, il avait la tête couverte de cendres. D'autres que face contre terre, il a prononcé d'une voix étouffée les mêmes lamentations que David dans la Bible. On dit également qu'il s'est arraché les cheveux, frappé la tête, qu'il a aspergé le sol des gouttes de ses larmes et demandé pardon. Quoi qu'il en soit, l'évêque Ambroise, suite à cette victoire, a vu sa notoriété monter en flèche, et le christianisme est devenu endémique. Aussi, quelques prêtres hérétiques, qualifiés de néo-païens, se sont-ils alliés avec un carteron de généraux pour tenter un putsch. Mais le putsch a fait pchit, et comme à chaque fois qu'un putsch échoue, un boulevard s'est ouvert pour l'empereur Théodose et pour l'évêque Ambroise. Un boulevard permettant de mettre en place tout un ensemble de lois autoritaires et dans la foulée liberticides. En 393 de notre ère, c'est-à-dire en moins de 3 ans, tous les rituels païens ont été interdits et tous les temples grecs et romains sont devenus des églises. L'homosexualité a été criminalisée et les personnes homosexuelles condamnées à mort. Tous les jeux sportifs sacrés, liés aux anciennes religions, ont été annulés. Un cordon de soldats a été déroulé autour du site des Jeux Olympiques. Le sanctuaire a été fermé. La statue de Zeus, 3e des 7 merveilles du monde, cœur et symbole absolu de l'olympisme, 12 mètres de haut, toute faite en énormes plaques d'or et d'ivoire sur une structure en bois, a été démontée morceau par morceau pour être envoyée chez un riche collectionneur à Constantinople, avant d'y disparaître par accident dans un incendie. L'évêque Ambroise a quant à lui été sanctifié. Il est devenu saint Ambroise et est désormais considéré comme l'un des 4 pères de l'Église d'Occident. Les Jeux Olympiques, qui avaient duré près de 1200 ans sans aucune interruption, se sont arrêtés soudainement, comme un feu de bois que l'on éteint avec un grand seau d'eau.